Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans les chroniques Nana. Je suis en compagnie de Carole Rapin, une chef d'entreprise. Bonjour Pascal. Très engagée, très investie. Et comme vous pouvez le voir derrière, on a de nombreuses femmes avec nous. Elles sont en fait dans le salon. Mais nous sommes sur le salon professionnel. Ce salon donc est dédié, comme son nom l'indique, aux femmes. Et c'est la thématique sur la reconversion professionnelle. Et bien sûr, la création d'entreprise ou reprise d'entreprise peut être effectivement un levier ou une forme, en tous les cas, de reconversion. Donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir interviewer Carole sur ce beau salon. C'est la 7e édition sur Nantes. Et tu as créé plusieurs entreprises. Voilà, c'est une entrepreneuse vraiment aguerrie dans plein de secteurs, mais complètement opposés, parce que tu as créé des bijoux, des commerces. Donc vraiment une entrepreneuse et puis des choses réussies parce que tu as revendu. Oui. Et puis tu t'es petit à petit, j'allais dire, orientée sur de par ton métier, sur la ressources humaines. Et puis de fil en aiguille, tu as créé Porteur de projet. Donc qui accompagne qui est ma société, oui, qui est ta société, qui accompagne donc des entreprises, et donc leurs ressources humaines, oui. Comme tu le dis. Je vais expliquer. Voilà, tu vas expliquer. Et puis, tu n'as pas fait que ça. Tu as dernièrement créé une franchise qui s'appelle Cohort Conseil, dont on va parler un peu plus aujourd'hui. Donc le libellé officiel de mon métier, je suis consultante en organisation du travail, ressources humaines et management. Donc parfois des gros mots pour certaines personnes. Moi, je résume ça d'une manière plus simple en disant que j'interviens en entreprise pour que la bonne personne soit à la bonne place, qu'elle sache ce qu'elle a à faire, comment et pourquoi. Donc sur le papier, tout le monde est d'accord et tout le monde fait un petit sourire. Dès qu'il y a deux personnes à travailler ensemble, il y a de quoi, il y a du grain à moudre. Voilà. Et donc c'est un métier qui est vraiment sur le terrain, au plus proche de l'humain, au plus proche des équipes. L'idée, c'est vraiment de créer du cadre, de structurer, de permettre de fluidifier les fonctionnements d'équipe pour que l'entreprise grandisse le plus sainement possible. Donc j'ai fait ce métier en première partie de vie en tant que consultante salariée. Je l'exerce aujourd'hui à mon compte. Quand j'étais salariée, nos clients étaient des collectivités locales. Aujourd'hui, à titre personnel, je travaille avec des TPE. Dès qu'il y a un salarié, je suis en capacité d'intervenir, qui sont donc très réactives. Et j'interviens aussi plus particulièrement dans le monde, j'allais dire, médical au sens large, donc les professions libérales, vétérinaires, médecins, pharmaciens, dentistes et commerce de proximité. Où là, on sait aussi que, bien sûr... Il y a beaucoup de besoins parce que ce sont des experts techniques dans leur métier, mais ils n'ont pas eu de cours de management, ni même de fondamentaux, ni d'ailleurs de cours de gestion d'entreprise non plus. Et donc, ils se retrouvent, un vétérinaire, il travaille quasi obligatoirement avec au moins une salariée. Et donc, ils se retrouvent avec des problématiques d'organisation, de management, de pilotage, etc. C'est ça. Dont il n'a pas forcément les tenants et les aboutissants, comme il peut avoir évidemment sur son vécu médical et ses études. Ce qui paraît juste logique, mais ça devrait l'être. On devrait intégrer. Oui, c'est en voie de progression. Les écoles véto sont en train de se rendre compte que c'est une nécessité. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui a été le déclic de dire, tiens, après tout, porteur de projet, tu es très investi, très engagé, tu interviens aussi auprès de l'association Nana. Oui. Donc, tu fais partie de nos ressources premières. Tu fais du mécénat aussi pour nous parce qu'on sait combien nous avons cette chance de pouvoir proposer un accompagnement à des femmes où, évidemment, on ne pourrait pas se permettre en tant qu'association si tu nous faisais ton tarif normal. Mais parce que je suis très, très chère. Parce que je le vois très bien sa vie parce qu'elle le vaut bien. Voilà. Mais tu as raison de le dire parce que c'est vraiment quelque chose. C'est un vrai sujet pour les femmes entrepreneuriat. Oui. C'est vrai que j'ai accompagné dans le cadre de porteur de projet. J'ai eu une période aussi où j'ai accompagné des femmes dans l'entrepreneuriat et c'était cette occasion qu'on s'est rencontrés et que j'ai été ravie de pouvoir contribuer à Nanao et contribuer à ce que tu fais, Pascal, parce que je trouve ça très admirable. Et cette idée de la tarification de l'offre et de la valeur, là je le dis en riant, mais c'est un vrai sujet de travail avec les femmes que j'accompagne dans le cadre de Nanao. On le voit bien à chaque fois, mais là, nous avons sur cette édition presque 1200 personnes inscrites. Beaucoup de personnes sont venues. On a rencontré énormément de femmes qui sortaient de situations difficiles, en souffrance, cabossées, on peut le dire clairement. Et puis qui, on le sait un petit peu quand même, le vide derrière, surtout quand vous avez fait un burn-out, vous n'avez pas envie de vide. Et donc se dit, tiens, la création d'entreprise,
va être le remède à tous mes maux, MAUX. Malheureusement, ça peut être l'empoisonnement plutôt que voilà. Il faut réfléchir. Donc ça se davantage, ça se construit, mais ça se construit d'abord quand on est aussi un petit peu aligné, quand on a un petit peu évacué quelques dossiers c'est vrai. qui vous, j'allais dire, vous plombent. Faut être très honnête. Donc, si on avait, j'allais dire déjà à conseiller des femmes qui viennent comme ça sur des salons et qui tout de suite se jettent sur les matriculations sur l'auto-entreprise. On en a vu quelques-unes. C'est dommage parce qu'on a envie de leur dire non, mais attendez, on est en France, on est dans un merveilleux pays. Oui, on a vraiment beaucoup d'aide, beaucoup des dispositifs. Tout ça, c'est gratuit, c'est offert. Et elles ne le connaissent pas. Donc, alors, déjà, j'en profite. Allez sur le site Nanao. Donc, c'est www.nanao.fr. Vous allez scroller et sur les 5 départements du Pays de la Loire, vous allez retrouver tous les acteurs en fonction du niveau où vous êtes rendu. Si vous avez juste besoin d'informations parce que vous réfléchissez à un potentiel projet de création ou reprise, pensez à la reprise d'entreprise. Peut-être que vous allez cliquer non, là j'ai bien avancé sur mon projet, j'ai besoin de financement. Ben, vous allez cliquer sur le financement et vous allez aller voir tous ces acteurs qui vont être déjà sélectionnés, choisis pour vous grâce à nos équipes. Et donc tout ça c'est gratuit. Donc ne vous privez pas à passer aussi, osez passer des portes de nos chambres conseillères comme les CCI, comme les chambres aussi des métiers de l'artisanat, l'U2P, etc. Donc tout un tas de structures où les branches pensez aussi, on n'a pas arrêté de le dire, d'aller faire des stages d'immersion avant même de vous immatriculer, parce que peut-être que vous fantasmez un métier ou un secteur d'activité, peut-être que vous imaginez que quelque chose, et au final, une fois que vous y êtes, c'est pas exactement ce qu'on s'était dit. En fait, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que pour moi, l'immatriculation, elle ne devrait intervenir que lorsqu'on a fait sa première vente, puisque de toute façon, on peut facturer avec un SIRET en immatriculation, et c'est la vente qui valide le projet. Tant qu'il s'est pas vendu, parfois, moi j'ai rencontré des personnes un peu dans leur tour d'ivoire qui sont convaincues que ce qu'elles font c'est génial et que tout le monde va se ruer dessus. Ça reste à démontrer. Mais oui, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené, parce que voilà, de réussite de création d'entreprise dans divers domaines variés, avec de belles expériences que tu nous as partagées sur la table ronde ce matin, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube du salon professionnel. Je vous le dis, vous retrouverez toutes les vidéos des tables rondes, des conférences, tout ce qui a été capté, eh bien on vous le partage. Donc, faut surtout pas vous priver si vous n'avez pas pu venir sur ce salon. Vous retrouverez tout cela sur la chaîne YouTube du salon professionnel. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, tiens, j'aurais pu continuer de développer porteur de projet et vivre tranquillement. Et c'est un concept chez moi. Voilà. Parce que madame a fait Koh-Lanta, donc vous allez mieux comprendre pourquoi effectivement qu'une seule chose de temps en temps, non, c'est pas suffisant. C'est voilà, tu as besoin femme de projet. Voilà, femme de projet, c'est clair. Ce qui a effectivement déclenché ton envie de pouvoir lancer cette création de franchise, de devenir en fait un franchiseur. Comment c'est venu? Alors la franchise, c'est quelque chose, je m'en suis rappelé une fois que j'ai créé la mienne, c'était quelque chose que j'avais déjà en tête quand j'ai créé un commerce. Donc en 2010, j'ai créé un commerce dans une petite commune de Vendée, voilà, où je vendais donc les vêtements, les bijoux que je créais, et puis j'exposais des œuvres d'art. Et dans mon business plan, j'avais déjà noté que à terme, j'aimerais faire une franchise. Donc il y a quelque chose de ça. Là, porteur de projet, comment c'est venu? Là, j'ai quand même pris peu de la bouteille, j'ai 58 ans. Donc pour moi... Ne les fait pas. Je les ai quand même. Et du coup, il y a un peu cette perspective de, c'est quoi mes 10, 15 dernières années pro? Bon, c'est parce que tu connais pas ma maman qui a 84 ans et qui est toujours pas à l'arrêt. Mais, voilà, j'ai encore, pour moi, une bonne décennie de travail, ou plus, parce que je m'éclate dans ce que je fais. Et donc, porteur de projet, moi, ce qui m'a amené vers la franchise, c'est que je me suis retrouvée avec un problème de riche, trop d'activités. Trop de travail, trop de besoins sur le terrain. Et donc, il était clair pour moi que je voulais pas recruter de consultants salariés. Ça aurait été une voie de développement. Mais comme j'avais accompagné des femmes dans l'entrepreneuriat, comme j'adore l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une évidence d'accompagner des entrepreneurs. Et donc, la franchise, c'est un réseau d'entrepreneurs indépendants. Deuxièmement, je voulais transférer mes 35 ans de savoir-faire. Transfert, c'est important. Voilà. Donc, aussi bien sur ce métier que sur tous les à côté, que sont la prospection, la vente, la relation client, le marketing, la com, tout ce qui va bien, parce que être entrepreneur, c'est aussi pouvoir piloter tous ces éléments-là.
Et puis surtout, le dernier point est probablement le majeur, c'était cette idée de pouvoir impacter un maximum, parce qu'avec mes petits bras musclés, je pouvais pas faire plus que ce que je faisais, et que mon ambition, c'est vraiment que on puisse répondre à plein de besoins sur l'ensemble du territoire et des dom-toms, et à moyen terme sur le monde francophone. Génial. C'est important aussi parce qu'on le voit bien, il y a des sociétés qui vont se casser la margoulette, non pas parce qu'elles n'ont pas le marché, non pas parce qu'elles n'ont pas de clients, mais parce qu'elles n'ont pas structuré. Et la franchise peut effectivement être un levier pour se déployer, se développer, sans se malmener, quoi. C'est exactement ça. Alors après, une fois de plus, il faut être bien accompagné, c'est-à-dire que être franchiseur, c'est un métier à part entière. Donc aujourd'hui, j'ai 2 métiers. Je continue le conseil et je le continuerai toujours parce que pour moi, c'est hyper important d'être en prise sur le terrain et de continuer à vivre ce métier. Mais j'ai le métier de franchiseur et donc j'ai 2 associés dans ma franchise et ça, c'est hyper important. C'est aussi une nouvelle aventure entrepreneuriale de ce point de vue-là. Mais du coup, l'idée de se déployer, c'était de pouvoir construire collectivement quelque chose qui était plus grand que nous. Ça, c'était hyper important. Et quand ça s'est déclenché, en fait, j'ai croisé sur mon chemin un homme qui était consultant en développement de franchise. Voilà, il accompagnait les franchises. Il se trouvait que c'était quelqu'un que j'ai pas rencontré pour ça. On a des points communs dans une vie antérieure, etc. Et il observe ce que je fais. Et il me dit, mais Carole, tu pourrais faire une franchise parce que quasiment tout est en place, 80%, c'est processé, etc. Alors oui, il y a des process parce que déjà c'est mon métier aussi de travailler là-dessus. Et puis parce que c'est ma démarche de toujours capitaliser. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a un peu mis le pied à l'étrier et il nous a accompagnés dans le développement de la franchise. Génial. Voilà. Souvent, on a un peu la tête dans le guidon, donc on prend pas assez de hauteur et c'est l'œil extérieur qui va vous dire, mais attends, mais tout ce que tu as monté, let's go, quoi. Oui, c'est ce que j'expliquais ce matin dans la table ronde. C'est hyper important de voir quand quelqu'un vous challenge sur quelque chose, que ce soit pour aller faire Koh-Lanta comme mon mari ou que ce soit pour, dire mais pourquoi tu ferais pas une franchise? Je pense qu'il faut entendre en fait ce que les gens nous envoient. Ça veut dire qu'on est en capacité de le faire. Clairement. Alors que bien souvent, on va vouloir rester sur son projet tel qu'on le fait ou sur son entreprise telle qu'on le fait ou son entrepreneuriat, en se disant mais non. Alors que mais si. Donc il faut vraiment. Si on n'avance pas quelque part. On stagne. Oui, c'est clair. Et parfois, quand on stagne, on peut se scléroser. On va pas se mentir. En tous les cas, tu as rencontré sur le stand de Nana aussi énormément de femmes entrepreneurs. Si tu avais un conseil à leur donner là à ces femmes qui sortent juste soit d'une rupture conventionnelle, ou sont en arrêt de travail, ou sont en poste tout simplement et réfléchissent parce qu'elles ont fait le tour de la question, qu'elles s'ennuient un peu, elles aimeraient progresser, mais dans la structure où elles sont, malheureusement, il n'y a pas de quoi progresser et c'est pas de la faute de l'entreprise, elle est ainsi faite. Et donc, c'est de leur dire, si j'avais quelque chose à leur conseiller, qu'est-ce que t'aimerais leur partager, leur dire? Alors, j'aurais pas mal de conseils, je vais essayer de sélectionner. Première chose, s'assurer que son entourage porte aussi le projet. Voilà, si vous avez un projet professionnel, entrepreneurial, c'est extrêmement important. C'est un des fondamentaux. C'est clair. Si votre famille, votre couple ne vous soutient pas, c'est peine perdue. Ça ne fonctionnera pas. J'ai jamais vu un cas où ça fonctionne. Non. C'est hyper important parce qu'en plus, la vie d'entrepreneur, c'est vraiment comme ça. Il y a des hauts, mais il y a des bas. Vous allez aussi rencontrer plein de gens qui vont vous projeter plein de choses, qui vont vous dire non mais ça tu n'y arriveras pas. D'autres gens qui vont dire c'est génial. Dans les 2 cas, ce sont des projections, soit des gens qui ont peur et qui n'oseraient pas, soit des gens qui ont envie qui n'oseraient pas. Donc c'est hyper important d'être on est en direct, il y a des gens qui sortent du salon et c'est normal, on les réoriente, ne vous inquiétez pas, je fais des gestes comme ça mais je n'ai pas de syncope de quelque chose. non, j'avais pas de syndrome. Tout va bien. Donc ça c'est hyper important, l'entourage familial et éventuellement amical, mais en tout cas d'avoir un socle qui sécurise parce qu'il y aura des moments difficiles. Ça c'est hyper important. Ensuite de se faire accompagner, ça c'est sûr, quelle que soit la forme, ça peut être des réseaux institutionnels, mais ça peut être aussi du réseautage sur fond de réseaux sociaux, du réseautage, ça peut être ça peut être Nanao, ça peut être. Exactement. Mais en tout cas, et si on se fait pas accompagner, moi, comme je le disais, je me suis pas toujours fait accompagner, mais je suis toujours allée chercher toutes les ressources. Donc pour moi, il faut faire preuve de beaucoup de curiosité.
et d'avoir l'envie d'apprendre. Ça, c'est hyper important. Et un autre point que je souligne souvent, c'est d'agir en perte acceptable, c'est-à-dire surtout si vous êtes en rupture conventionnelle. Et donc, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est d'avancer en parallèle et pas en séquentiel. Je vois beaucoup trop de femmes. J'en ai encore une ce matin qui m'a dit la franchise, ça me plairait et tout, c'est ce que je veux faire. Et elle me dit je vais commencer par me former. Je dis non, vous n'allez pas commencer par vous former. On finira par ça. C'est ça. Mais il y a pas, le nombre de femmes que j'ai accompagnées, même chez Nano, et qui veulent absolument être certifiées de ceci, certifiées de ça, et qui mettent les briques les unes après les autres. Pendant ce temps-là, la rupture conventionnelle court. On arrive à la fin des indemnités et il n'y a rien qui a été fait. Donc moi, mon conseil, c'est d'avancer en parallèle et même pour tout ce qui est formation, etc., d'attendre, de construire le projet. Et en fait, il va se dessiner ce dont on a vraiment besoin. Bien sûr. Bien souvent, elles vont très vite. J'ai encore eu cette conversation tout à l'heure. Nous opposer, nous dire oui, mais donc elles se justifient tout simplement. Oui, mais tu sais, c'est normal. Moi, j'avais besoin aussi de dégager un certain nombre de dossiers, de choses qu'il n'y avait pas. Il fallait que je gère des choses. Il fallait prendre le temps, etc. Et bien là, moi, j'ai envie de dire, donc vous n'étiez pas en capacité de vous rajouter quelque chose supplémentaire comme la création d'entreprise. Et il faut avoir cette lucidité. Si vous avez des dossiers psycho, vraiment des choses dont vous devez vous libérer, c'est que c'est pas le moment d'entreprendre. Et on voit bien quelques temps avant, j'ai eu cette interview avec aussi l'URSSAF et on partageait avec Zineb ce même constat, c'est que malheureusement, c'est qu'une fois, comme tu viens de le dire, une fois que est terminé ce pôle emploi, on tombe dans la précarité. Et entreprendre, c'est tout sauf devenir quelqu'un qui sombre dans la précarité. Entreprendre, c'est d'abord se développer, avoir une envie de quelque chose, peut-être de quelque chose qui existe, mais dont il y a un trou dans la raquette et vous dites tiens, moi j'ai l'idée, ça n'existe pas, ok. Si ça existe déjà, il faut déjà avoir un petit peu vérifié quel était l'état du marché. Et regardez s'il n'y a pas une franchise qui fait la même chose. Exactement. Et c'est un modèle qui est sécurisant. Exactement. Et puis de vous dire, où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'apporte moi de plus? Et là, les gens pensent que, écoute, comme je suis spécialiste du truc, je viens de me former, les gens n'attendent que moi. Vous appelez pas. Je rebondis là-dessus. Ni Google, ni. C'est un vrai Apple, problème, ça, d'avoir une expertise technique et de penser que parce qu'on est expert technique. Moi, j'avais eu le cas d'une jeune femme qui était une très bonne vendeuse de prêt-à-porter et qui avait décidé de créer sa boutique. Ça a tenu 6 mois parce que c'est pas la même chose de savoir excellemment vendre des vêtements et conseiller les clientes et de porter une entreprise avec tout ce que ça implique. C'est clair. Il faut comprendre qu'en fait les gens vous attendent pas. Et souvent elles sont dans des formations de coaching, on va pas se mentir. Et puis moi je leur pose la seule et unique question toujours, c'est vous savez que là vous êtes parti sur un marché ultra concurrentiel, concurrencé. Donc, qu'est-ce que vous apportez de plus et comment on va faire pour vous connaître, puisqu'on ne vous connaît pas, puisque jusqu'à présent vous étiez en entreprise. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour vous faire connaître, vous démarquer de ceux qui ont déjà pris leur place? La différenciation, c'est le maître mot. C'est le maître mot, et on voit bien qu'elles ont du mal. Elles n'y ont pas pensé en fait. Elles ont tout de suite foncé, j'ai envie de dire, tête baissée sur la formation de coach. Au passage, alors, il y en a des très très bonnes, mais pendant ce temps-là, elles payent la formation, le pôle emploi file, mais waouh, avec une jolie cape de sauveuse en voulant s'adresser à tout le monde pour sauver tout le monde et aider tout le monde. Exactement. Et on sait bien quand on veut être sauveur, c'est que quelque part on a des choses soi-même à faire réparer avant d'aller sauver les autres. Et si on s'adresse à tout le monde, on ne s'adresse à personne. Ça c'est clair. Alors si on a un dernier conseil à vous partager, c'est d'abord effectivement vous faire accompagner en amont, en création. On ne se précipite pas tout de suite sur le site pour se dire voilà, j'ai un numéro de tirette, je peux comme ça facturer. Non, parce que vous pouvez le faire même avec un numéro en cours et allez tester d'abord, faites-vous accompagner, faites structurer aussi votre projet. Donc le faire structurer, c'est le faire évaluer, ça veut dire que vous allez arriver à un prévisionnel. Ce prévisionnel va vous amener à un business plan, donc à une stratégie de développement aussi non seulement commercial, mais d'une stratégie aussi, une politique de là vers vous, où vous voulez aller. C'est-à-dire que la vision, ne serait-ce que ça, a commencé par ses valeurs. Ok, c'est quoi mes valeurs? Sur quoi je déroge pas? Sur quoi qu'est-ce que c'est quelque chose qu'on sonde énormément chez nos candidats franchisés. En fait, la franchise, c'est un modèle. Je vais peut-être faire un tout petit point là-dessus. C'est un modèle qui est en plein boom parce qu'il permet de démarrer pour un entrepreneur. Il permet de démarrer en apprenant un nouveau métier. Alors
alors que ce soit faire des donuts ou faire du conseil. Ouais. En fait, il y a un transfert d'expertise. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais avec justement Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que comme c'est un modèle très sécurisé et qui fonctionne très bien, on avait à peu près 500 réseaux en 1990. On en a aujourd'hui 2089. Ouais. Donc à la fois on pourrait se dire il y a encore plus de concurrence, mais ça prouve surtout, enfin, moi je vis jamais les choses en concurrence, je me dis il y a de la place pour tout. C'est ça. C'est surtout un modèle qui est un accélérateur, puisque quelque part en tant que franchiseur on va accompagner nos candidats et nos franchisés dans la gestion entrepreneuriale, dans le métier évidemment, et dans tous les à côté dont je parlais, donc à la fois leur lancement et leur développement. Et ce qui fait la force d'une franchise, c'est la qualité de son accompagnement dans la durée. Ça c'est ce que j'allais dire important. parce qu'il y a des franchises aussi, on va pas se mentir. Alors, j'ai l'impression que ça l'est de moins en moins aujourd'hui. On peut dire qu'il y a quand même un petit peu moins de coquilles vides, mais pendant il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Les gens en fait payaient une blinde et n'avaient zéro accompagnement, zéro market, zéro com, alors qu'au départ on leur avait chanté des louanges. Mais évidemment rien n'était écrit sur contrat. Là aussi, des franchises sérieuses, c'est forcément des franchises qui, lorsqu'elles s'engagent à vous offrir un pack d'accompagnement, un soutien, c'est écrit noir sur blanc sur votre contrat. Oui, parce qu'en fait, dans le monde de la franchise, il y a plusieurs types de franchises. Donc nous, on a une franchise pure et dure avec des droits et des devoirs des deux côtés. Bien sûr. Après, sur d'autres formules qui ont aussi leurs avantages, la licence de marque, il y a beaucoup moins. Il n'y a pas d'obligation de transfert, par exemple, de savoir-faire. Nous, on a une obligation de transfert de savoir-faire, de s'assurer que ce savoir-faire est compris et appliqué. Donc, il y a tout un curseur d'équilibre et je trouve ça hyper intéressant parce que les premiers franchisés sont vraiment des partenaires dans la franchise. C'est clair. Et donc, c'est une très belle dynamique entrepreneuriale. Oui, et ça permet aussi, parce que faut pas se mentir, lorsqu'on se lance, on en parle suffisamment. L'isolement du chef d'entreprise, vous êtes tout seul à la tête, à prendre des décisions. Évidemment, vous avez des collaborateurs, oui, très bien, mais c'est pas la même chose. La relation, vous n'allez pas la partager de la même façon. Vous allez prendre des décisions, bien sûr, avec des collaborateurs, mais quand même, au bout du bout, le capitaine qui est à la barre, c'est quand même vous. Donc, c'est vrai que être avec un ensemble de pairs PAIRS, donc de gens qui font la même chose que soi, donc on comprend un petit peu mieux, de s'entourer, de faire partie peut-être aussi de réseaux type syndicats patronaux, aussi d'être dans des réseaux qui très permettent. important. En tous les cas, cette franchise, lorsque vous êtes franchisé, c'est quand même j'allais dire le gros avantage de faire partie d'une équipe, d'une famille, de soutien, où on va pouvoir parler des mêmes choses et de la même problématique. Oui, on va collaborer tout en étant des indépendants. C'est ça qui est génial. En tous les cas, on vous retrouve sur les Chroniques Nana. Vous retrouverez toutes ces vidéos, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Nana, mais vous la retrouverez aussi sur le média 100% digital NTV Media. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et à très bientôt. Merci Carole. Merci Pascal.